Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernier top, on va dire, résumant une bonne partie de l'année. Vous les avez peut-être raté ou peut-être pas, mais pour tout 2025, j'avais coupé l'année en 4. Et pour chaque trimestre, je vous avais proposé un petit top de sorties qui m'ont marqué. Donc d'abord de janvier à mars, puis d'avril à juin et ainsi de suite. Et là, on en est à la dernière version de ceci pour 2025. Pour parler assez brièvement en vérité de sorties qui m'ont plu entre octobre et décembre sur ces 3 derniers mois. Là, maintenant, nous sommes à l'aube de 2026 et de tout un tas de nouvelles écoutes. Alors, d'ordinaire, ces tops-là, je les ai avec quand même pas mal de disques. Là, j'ai voulu réduire pour deux raisons. Déjà parce que finalement, sur ces 3 derniers mois, des albums qui m'ont vraiment marqué, que j'ai trouvé top, il y en avait une grosse trentaine dont je pourrais vouloir vous parler, là, comme ça. J'ai essayé de réduire à 10. Pour une raison toute bête, encore une fois, c'est que dans les semaines à venir, je vais vous faire plein de tops, comme j'avais fait pour l'année 2024, si vous vous souvenez, sinon je vous laisse chercher sur la chaîne. Mais j'avais proposé des tops thématiques, donc par genre, ce qui veut dire que dans les semaines à venir, vous allez avoir un top grindcore, un top death metal, un top black metal, un top funeral doom, un top power metal, un top hardcore et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'en ai marre et jusqu'à ce que je sois passé un petit peu sur tous les genres que j'apprécie écouter et sur les quelques centaines d'albums que j'ai écoutés en 2025. On doit être à peu près à 670, j'ai pas le nombre exact là tout de suite, mais 670 c'est une bonne approximation. Je vais pas vous parler de 670 albums, on se ferait chier, vous comme moi. Mais je vais vous parler là vraiment de 10 disques sortis ces 3 derniers mois que j'ai trouvé bien cool. Alors évidemment, il y en a plein d'autres que j'ai trouvé cool, comme je le disais, mais on va partir du principe que vous les découvrirez dans d'autres vidéos. Alors, sur ce petit top 10, parmi ce que j'ai préféré ces 3 derniers mois, on va commencer avec un groupe français qui s'appelle FNMR, qui est un groupe qui nous vient de, je crois, genre Clermont-Ferrand, un truc comme ça, mais je crois que c'est Clermont-Ferrand à vérifier. Un groupe qui est plutôt connu pour faire du death mellow. Et je suis pas forcément un énorme amateur de death mellow, mais j'ai toujours trouvé ce que le groupe proposait plutôt sympa. J'ai un de leurs vieux albums ici et je le trouve cool. C'est Procopton qui a dû sortir il y a 10 ans, un truc comme ça. Et ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Utopie, que je trouve extrêmement bien, pour une raison finalement assez simple, c'est que c'est plus vraiment du death mellow. Non pas que ce n'en est plus du tout, hein, mais je pense que les personnes derrière le groupe et les compositrices qui taffent de ouf dessus se sont dit, je pense qu'elles voulaient, et ça se sentait peut-être déjà sur l'album précédent, voulaient faire un truc qui départe justement du death mellow et qui aille faire du death metal néoclassique, et c'est exactement ce que ça fait. Et on est vraiment sur du death metal hyper léché, hyper travaillé, avec des riffs et des solos qui sont très directement hérités de musique classique. Et ça marche super bien. Je suis toujours très friand de ce genre de choses. Et c'est une très belle évolution à mon sens pour ce petit groupe français. Alors je dis petit, ils sont signés chez Napalm Records quand même, mais j'ai pas l'impression que ce soit un groupe qui tourne tant que ça. Ou qui soit finalement si connu que ça, malgré le fait qu'ils ont quelques clips sur le net qui ont fait un sacré paquet de vues. C'est un groupe qui est pourtant sur la scène française depuis un certain temps, que j'ai jamais eu l'occasion de voir en live. On va partir du principe qu'ils vont jouer un petit peu pour ce nouvel album, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont une grosse présence en live. Je me trompe peut-être, hein, peut-être que j'ai juste raté des affiches ou des trucs, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire avec ce groupe. Il va falloir sortir de sa salle de répète et jouer sur scène, parce qu'il y a des trucs vraiment hyper cool sur ce nouveau disque, que je vous conseille évidemment. Et comme d'habitude, hein, je vous parle d'albums, vous allez avoir une playlist pour écouter un petit peu de tout ça dans la description et les commentaires de cette vidéo, comme toujours. Je continue avec la crème de la crème du grindcore finlandais, à savoir Rotten Sound, qui est un de mes groupes de grindcore favoris et qui est un des premiers que j'ai connu quand j'étais plus jeune.
je pense que je ne peux pas ne pas parler d'une nouvelle sortie de ce groupe, non seulement parce que je l'aime beaucoup, mais aussi parce que ce nouveau disque qui s'appelle Mass Extinction dure 9 minutes. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'écoute beaucoup de grindcore, donc finalement un album de grind qui fait à peine 10 minutes, c'est rien de bien nouveau pour moi. Il y en a des tas et j'en ai écouté pas mal tous les ans, régulièrement, parce que c'est vraiment tout sauf anormal. Sauf que, bon, Rotten Sound est quand même un plutôt gros groupe, ils sont signés chez Season of Mist, et moi je suis vachement surpris que Season of Mist ait accepté de sortir un disque de 9 minutes. Je sais pas s'ils ont déjà fait plus court, alors je parle pas de sortir voilà, des espèces de trucs en 7 pouces, des trucs avec 2 titres quoi. Bon, parce que vous doutez bien qu'en 9 minutes, des morceaux doivent en avoir au moins 12 quoi. Bon, pour moi c'est une bonne surprise parce que le disque est cool, mais voilà, je suis très très surpris que ce soit sorti sur un gros label qui normalement sort pas des trucs de cette taille là quoi, parce que c'est trop court, vis-à-vis de l'argent que tu dois mettre derrière le groupe et derrière les pressages, ça peut ne pas valoir le coup quoi, financièrement parlant. Mais bon, je sais pas s'ils vont en vendre, hein, je suppose qu'ils vont en vendre et je leur souhaite d'en vendre, mais voilà, pour les fans de grind, les gens qui vont à des concerts de punk hardcore et de grind avec tout un tas de groupes qui font rarement des albums de plus de 15 minutes, on va dire qu'on a l'habitude, mais pas sur des labels comme ça quoi. Et sinon, donc ce Mass Extinction, c'est tape ton voisin, rentre dedans, hein, je veux dire, ça crie, ça fait ouga bouga, c'est vachement bien. Et c'est peut-être finalement aussi bien, vu le titre, qu'il fasse que 9 minutes, quoi. Puisque Mass Extinction, c'est quoi? Donc c'est ce qu'on appelle les extinctions de masse, hein, en biologie, en géologie, qui font référence à ces espaces entre petits interstices entre différentes grosses périodes géologiques où il y a énormément de la biomasse de la planète qui est morte en très peu de temps. Et bon, vu qu'on fait un peu n'importe quoi avec la planète aujourd'hui, évidemment, à un moment donné, faudra bien que ça nous tombe sur la gueule. Hein. Ce seront les archéologues et paléontologues du futur qui nous en diront plus. Bref, allez écouter Rotten Sound, ce n'est jamais perdu. Je continue avec encore une sortie un petit peu courte d'un groupe américain que j'aime énormément, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler chez Metal Sound Media, d'ailleurs quand je suis arrivé dans le webzine il y a presque 5 ans. La première chronique que j'ai sortie, c'était leur dernier album à ces gens-là, Suffering Hour, qui est un groupe qui fait on va dire death metal avant-gardiste, death metal dissonant ou black death dissonant, qui est un groupe que j'aime énormément. Je veux dire, c'est la méga branlée quoi qu'il arrive. Hein. Ils ont sorti un EP de 15 minutes avec 5 titres. Donc c'est un peu court, c'est entre guillemets un peu décevant, oui et non. Je l'ai trouvé super, c'est juste que en gros ce qui s'est passé, c'est que le groupe a sorti son dernier album en 2021, voilà. Ils ont sorti un split avec Malthusian aussi entre temps, je crois en 2022, mais c'est un groupe qui est tout à fait capable de faire des morceaux plutôt courts, mais nous a habitués à sortir des morceaux longs. Il y a aussi que 5 morceaux sur leur dernier album, qui est 3 fois plus long que celui-là. Juste The Foundations of Servitude, qui est le dernier morceau de leur dernier album, il fait 16 minutes quoi. Et ils ont pas mal de morceaux dans leur disco qui font facilement 7-8 minutes. Donc là, ils ont fait un truc beaucoup plus court, beaucoup plus impactant, parce que je pense qu'ils voulaient sortir un truc de toute façon, et vis-à-vis de leur processus créatif, les choses ne sont pas passées comme prévu. Parce que si je dis pas de bêtises, alors qu'ils composaient un nouvel album, il y a un des membres du groupe qui est tombé gravement malade, je crois qu'il a eu un cancer, un truc comme ça, qui a pu être traité, et le groupe a pu reprendre de l'activité, mais en gros... tout ce sur quoi ils avaient bossé avant que la santé d'un des membres parte en couille, ça correspondait plus à ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient perdu un petit peu le fil de toute la progression qu'ils avaient lancée. Donc en fait ils ont balancé tout ça, ça reviendra peut-être plus tard, qui sait, mais ils ont balancé tout ça, ils se sont dit on va faire autre chose, on va faire quelques morceaux pour revenir
et juste pack the punch comme on dit en anglais, avec des morceaux qui correspondent musicalement à ce qu'ils font, hein. C'est du death dissonant de très bonne facture, mais avec des morceaux qui passent pas par 4 chemins. C'est des morceaux de 3 minutes, grosso modo. Il y en a 5, 3 x 5, 15, ça fait 15 minutes. Vous faites les calculs aussi bien que moi. Bon, vu que je suis hyper fan, j'aurais aimé en entendre un petit peu plus, mais je vais attendre qu'ils nous pondent un véritable album à proprement parler, peut-être l'année prochaine, parce qu'ils bossent dessus, ou sinon ce sera en 2027. Quoi qu'il en soit, je suis très content de voir que ce groupe est de retour, parce que c'est un de mes groupes favoris de cette nouvelle vague dissonante, parce que c'est un groupe qui est pas actif depuis longtemps. Ils ont 2 albums et un EP, enfin, oui non, 2 EP maintenant et un split quoi. Enfin bref. J'ai même pas dit comment s'appelle cet EP, il s'appelle Impelling Rebirth, voilà. Donc tout est dans le titre, hein. Il est question de renaissance après les soucis et l'inactivité forcée que le groupe a eu. Bon, ça tombe bien, je parlais de cancer, on continue. Faut pas que je fasse ce genre de blague, c'est pas fun en fait. Changement de style, de façon très radicale, et on part en Norvège, avec le premier et dernier album solo de Sindre Nedland. Vous reconnaîtrez peut-être le nom de famille pour les amateurs de black metal expérimental. Nedland, donc Sindre Nedland, c'est le frère de Lars Nedland, que vous connaissez peut-être pour... bon, le groupe le plus connu ce sera Borknagar, mais sinon pour Solefald, voilà. Sindre Nedland, donc c'est le frère de Lars Nedland, qui lui a été très impliqué dans le groupe de Funeral, si je dis pas de bêtises, et aussi dans le groupe de black un peu progressif In Vain, que vous connaissez peut-être. Et aussi il a toujours joué en live avec son frère dans Solefald. Alors il se trouve que Sindre Nedland essayait de bosser sur un album solo. Il se trouve qu'il a eu un cancer, il se trouve qu'il est mort de son cancer aussi, d'où le fun. Et pour ça que je disais que c'est son premier et dernier album solo. Si vous lisez l'histoire un peu de l'album sur le Bandcamp dédié, vous aurez toutes les infos, mais je vous raconte ça brièvement. Donc Sindre Nedland a un cancer qui lui attaque bien la gueule. Il est traité, il est en rémission, bon, ça commence à aller mieux, et une fois que ça va mieux, il bosse sur ce disque, et il finit de le composer, on va dire sur la phase où ça va mieux, puis ça repart en couille. Des musiciens de sa scène locale et ses proches, et notamment son frère, ont contribué à enregistrer, finir l'album. Et la description Bandcamp explique qu'il est décédé juste après avoir entendu le mix final. Même s'il n'a jamais pu avoir le produit fini entre les mains, à proprement parler. Donc c'est assez triste, et ça a beau être du rock progressif, bon, l'ensemble de l'album est plutôt triste, non seulement par son contexte, mais finalement parce que les morceaux de ce petit disque s'appellent Amber. Je dis petit parce que c'est du rock progressif, mais peut-être parce que dans l'état dans lequel il était, on peut pas aller forcément au bout de toutes les idées qu'on a. Cet album fait 26 minutes, ce qui est rare évidemment dans ce genre-là. Mais les morceaux sont super poignants et sont teintés finalement de l'épreuve que ce monsieur a subie. Si jamais vous voulez vous le procurer, tout l'argent récolté ira à sa famille et à ses enfants directement. Voilà. Donc s'il y a des fans de Solefald et de tous les projets des frères Nedland par ici, allez écouter ça, ça changera de ce qu'ils font d'habitude, qui est plutôt dans la tranche extrême prog. Mais c'est un très bon album, je vous le recommande chaudement, même si son contexte est un peu triste. Alors, je continue avec quelque chose de moins triste, on va dire, vis-à-vis du contexte, avec un groupe d'anarcho-punk très teinté de post-punk qui s'appelle Ancient Lights.
qui viennent de sortir leur premier disque. Et c'est un groupe qui vient d'Angleterre et qui est composé notamment de gens de Morrow, hein, le pull que j'ai aujourd'hui. Ce premier album s'appelle Reclamation et c'est de la narcopunk hyper engagé, très revendicatif et assez agressif quand même malgré tout, même si on est sur une tranche de punk assez old school en soi. Curieusement, les guitares un petit peu, on va dire, assez aiguës qu'on retrouve dans le post-punk et dans tous ces trucs un peu cold wave aussi, ça contribue à rendre le truc plus agressif que ça pourrait l'être. Alors que c'est un son de guitare qui vient de trucs, on va dire, un peu plus doux. Et enfin bref, cet album est très très cool, hein. Moi je vous le recommande volontiers si vous voulez vous écouter un bon disque de punk assez old school, assez classique. Ce sera pas mal du tout. Et ensuite je pars en République tchèque avec Masters Hammer, qui est un groupe de black metal avant-gardiste qui existe depuis bien 35 ans là-bas et qui a tellement plus rien à prouver à personne, qui fait vraiment ce qu'il veut avec ses albums. Et celui-ci, j'ai dit black metal expérimental ou avant-gardiste, mais il n'y a quasiment pas de black metal dessus. Il s'appelle Maldor Disco et il y a de la disco dessus en l'occurrence. Et on va dire que tout est dans une idée assez surréaliste dans la compo, simplement parce que c'est un peu disco, c'est un peu extrême, c'est surtout n'importe quoi. Et bon, moi je fais le lien avec les chants de Maldoror, hein, du Comte de Lautréamont, qui est un petit peu la racine du mal quand il faut parler d'œuvres surréalistes. Bref, c'était quelque chose que j'attendais, parce que c'est un groupe que j'aime bien, moi, Masters Hammer, que j'écoute depuis une dizaine d'années, même si je pige rien ce qu'il raconte parce que je parle pas tchèque, et puis que pas forcément facile d'avoir les paroles et tout, et de les traduire correctement. Mais même sans avoir ces clés de compréhension là, j'ai trouvé l'album vraiment cool, et s'il y a des gens qui comprennent le tchèque et qui veulent me raconter ce que ce disque raconte, je suis preneur. Ça me ferait plaisir d'en savoir un petit peu plus. Je continue avec Flesh Vessel et leur deuxième album qui s'appelle Obstinacy, Sisyphean Dreams Unfolded. C'est sorti, je crois que c'est sorti chez I Void Hanger très récemment. C'est un espèce de, ouais, on va dire Black Death prog. Ça fait un peu tout le temps n'importe quoi aussi. Là, on va vraiment être sur des trucs extrêmes et des trucs extrêmes qui font ce qu'ils veulent, hein, sur ce top. Et c'est assez ouf parce que il y a une approche au chant qui rappelle le heavy qui fait Yaouh des années 80. Vraiment des chants un peu côté speed metal. Donc vraiment peut-être un côté maniaque, tout en gardant quelque chose qui est vraiment n'importe quoi. J'ai adoré. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé sur ce disque, mais je ne peux que le recommander parce qu'on est sur du n'importe quoi, et j'adore le n'importe quoi, et je ne m'arrêterai pas de parler de métal extrême qui fait absolument ce qu'il veut avec les codes complètement explosés des différents sous-genres que l'on voit d'habitude, que ce soit du grind, du death, du black. Ça fait vraiment ce que ça veut, et c'est ça que moi je veux justement. Je vais continuer quand même avec un petit peu de lenteur qui nous vient de Nouvelle-Zélande, avec un groupe que j'ai découvert avec leur deuxième album là, qui s'appelle Remena, que j'ai écouté juste à cause du titre parce que c'est le nom d'un manga de Junji Ito, qui est un type dont je suis très très fan depuis très longtemps. Chigukuse Remina en japonais, il s'appelle je crois Étoile de l'Enfer Remina en français, je sais que c'est Hellstar Remina en anglais. Bref, c'est le nom du personnage principal, c'est un truc forcément typé Cosmic Horror, comme toujours avec Junji Ito, ce genre de truc qui me parle. Et je me suis demandé ce qu'il y avait sur cet album-là, qui s'appelle Vessel the Sea. Et il se trouve que c'est un projet qui est fait par des membres de Sojourner. Pour les gens qui écoutent un peu de Black Epic, ça vous parlera. La chanteuse, anciennement, elle était dans Draconian, pour les gens à qui ça parle, donc le Doom Death triste de Suède.
Ce qu'ils font, c'est quelque chose qui, sur les instrus, s'apparente à du Funeral Doom, avec quand même quelques guitares et du chant. On est plus sur du metal gothique. Donc vraiment Funeral Doom, un peu gothic metal, et c'est super bien, super planant. C'est toujours de la musique triste, hein, mais moi j'étais fasciné par un peu tout, par le titre lui-même, le titre, le nom du groupe, Remina, comme je disais, le titre de l'album, The Sea the Sea, moi dès qu'il y a la mer je suis chaud, peu importe ce qu'on en fait, et aussi, comme vous pouvez voir sur la pochette là, ce truc qui ressemble à ce qu'on voit dans A Space Odyssey de Arthur C. Clarke. Alors ça vous parlera peut-être pas trop parce que dans le film de Kubrick ça se voit pas aussi bien, mais dans le bouquin, l'espèce de monolithe dont il parle au début, c'est beaucoup plus clair dans le bouquin, et c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc on va dire qu'il y a des références de SF qui me plaisent dedans, que ce soit entre le nom du groupe ou la pochette. Donc j'étais chaud et c'était vraiment une super expérience. Je continue avec Imprints of Man, le petit album solo de Steve Blanco, qui est le bassiste d'Imperial Triumphant, qui est tout simplement un album de réinterprétation de morceaux de Imperial Triumphant au piano. J'ai bien dit au piano, même si c'est le bassiste du groupe, parce qu'il est accessoirement pianiste, et très bon pianiste. Mais quelle surprise pour des gens qui font des trucs inspirés de jazz, forcément il faut bien qu'il y en ait un qui soit pianiste. C'est super bien. Donc l'approche de pianiste un peu jazzy forcément, de par les morceaux d'Imperial Triumphant, mais aussi avec une approche classique du piano. Il y a même une reprise de Bach à la fin, parce que pourquoi pas. Mais c'est vraiment simplement des réinterprétations de morceaux d'Imperial Triumphant épurés au piano, et on entend quand même des choses formidables. Moi, je pense tout un tas de gens qui seraient pas susceptibles d'écouter des groupes extrêmes et avant-gardistes comme Imperial Triumphant, parce que ça leur parle pas musicalement, mettons. Les entendre au piano comme ça peut être un moyen de voir finalement ce qui se cache sous ça. Et ça marche super bien. Il y a d'autres gens qui ont pu faire ce genre de choses. Bon, là, c'est un membre du groupe qui retravaille ses propres morceaux en soi. Mais si vous regardez, cherchez Brutal Keys sur YouTube, c'est le batteur de Death Awaits, qui est un groupe de death metal lyonnais qui est aussi accessoirement pianiste, qui fait des reprises au piano de tout un tas de groupes, dans genre Ulcerate, Artificial Brain, Despel Omega et des tas d'autres. Et ça bute. Enfin bref, je ferme cette petite parenthèse, mais allez voir. Je continue en revenant en Angleterre avec Lichgate, qui est un groupe que j'aime beaucoup depuis un petit paquet d'années maintenant, qui est ce groupe de black death dissonant mené par Greg Chandler de Esoteric, donc qui troque sa casquette de grand patron du Funeral Doom pour faire du black dissonant, on va dire, je sais pas comment le dire, parce que c'est un groupe qui est encore une fois avant-gardiste, mais qui fait aussi un petit peu ce qu'il veut avec des trucs un peu néoclassiques aussi, justement, dans les instrus, et des trucs qui ont un côté qui devient assez vite un peu cauchemardesque, disons-le comme ça. Et j'en suis incroyablement fan. Ça faisait 5 ans que le groupe avait rien sorti. J'ai leurs deux derniers albums. Enfin, le 2 d'avant, celui-là je l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder, comme un peu tout ce qu'il y a sur cette liste par ailleurs. Si c'est un groupe que vous connaissez pas, mais vraiment allez écouter toute leur discographie, c'est super bien. Donc je dis black death dissonant, mais ça doom pas mal aussi, c'est quand même quelque chose qui est très varié, et puis de la part d'un type qui fait que du funeral doom d'habitude, c'est pas surprenant. Puis j'aime beaucoup sa voix, il a les voix de gens torturés de toute façon, et de groupes qui parlent que de se flinguer. Moi je suis chaud, mais très bon album que j'attendais avec impatience. Il s'appelle, encore une fois, je dis toujours le titre des albums, il s'appelle Precipice. C'est que du bon, encore une fois. Et il m'en reste que 2 cette fois, et je continue avec Kriegskor, je sais pas comment ça se prononce. L'album The Womb of the World, c'est leur 2e album, et Kriegskor,
Krixkuor, je sais vraiment pas comment ça se prononce, hein. Je vous dis comment ça s'écrit Krixkuor. Le nom lui-même est tiré d'un bouquin, je sais pas si Kenneth Grant, c'est un nom qui vous parle, c'est un ésotériste occultiste relativement connu, un peu comme Aleister Crowley mais plus moderne que lui. Il a écrit pas mal de bouquins, dont des trucs de fiction en soi, et dans un de ces cycles de bouquins, il y a une bestiole qui est un genre d'oiseau qui s'appelle comme ça. Voilà. Et c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien, donc je saurais pas trop vous en dire plus non plus. S'il y a des gens qui veulent partager des choses à ce sujet, faites-le. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que leur nouvel album, The Womb of the World, c'est leur deuxième. C'est, on va dire, du death metal entre guillemets néoclassique, enfin pas néoclassique, mais on est sur des influences de musique classique minimaliste des années 50, avec des espèces de chœurs et de cordes cauchemardesques qui sont là un petit peu tout le temps. C'est torturé as fuck. J'ai adoré. Dès que j'ai écouté un single, j'ai fait oh ça va être absolument génial, et ça va clairement être un de mes albums de l'année. J'en reparlerai plus en détail un de ces quatre parce que cet album apparaîtra forcément dans une autre vidéo. Mais Krixkuor, si vous voulez du death metal qui change vraiment, parce que autant je parle de death metal expérimental ou avant-gardiste là un petit peu tout du long, mais chacun de ces albums dont je parle sont différents, et celui-là est encore plus. Celui-là va avoir rien à voir avec vraiment tout le reste. C'est une expérience que je recommande fortement pour quiconque aime être un petit peu challengé par la musique qu'il écoute, quoi. Et donc pour finir, après Krixkuor, je pense que celle-là, des gens qui suivent ce que je fais sur cette chaîne et qui me connaissent un peu pourraient le voir venir. Le dernier album de Bluetooth Nord, quoi, Ethereal Horizons, qui pour des raisons logistiques n'est toujours pas arrivé dans ma boîte aux lettres, alors que pour le coup lui je l'ai précommandé, mais c'est parce qu'il y a eu des rééditions aussi. Une réédition de The Work Which Transforms God, qui est mon album préféré du groupe. En principe j'arrive jamais à savoir lequel est mon préféré, mais bref, réédition qui a eu des soucis d'acheminement, et vu qu'on doit tout m'envoyer d'un coup, forcément j'ai pas reçu l'ensemble du package. Tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, Ethereal Horizons, nouvel album de Bluetooth Nord, qui m'a fait énormément plaisir parce que je sais pas dans quelle mesure c'est voulu de la part de Vince Val, qui est quelqu'un qui, je pense, aussi fait un peu ce qu'il veut et a énormément évolué dans sa musique et a fait pas mal de choses très différentes sur toute sa carrière de 30 ans maintenant. Là, il y a un peu de morceaux qui vont rappeler des choses qui sont apparues sur les deux derniers albums, mais on va dire que ces deux derniers albums étaient une duologie, hein. C'est Undreamable Abysses. C'est fini, on repart sur quelque chose qui reprend quand même énormément d'éléments, on va dire un peu post-rock, post-black, que l'on avait sur l'album Hallucinogène, celui avec les gros champignons, justement, d'où le titre. Et on est sur très clairement le successeur spirituel de Hallucinogène avec ce disque-là, et toujours avec une pochette splendide, bon, pas de champignons cette fois, hein, mais vous allez voir que côté son, vous allez vous retrouver sur quelque chose comme sur l'album aux champis. Et c'est un de mes albums préférés de Bluetooth Nord, donc j'étais très heureux de le revoir, essayer de travailler ce type de son. Ça n'a toutefois rien à voir avec cet album-là, hein, juste qu'on est dans la continuité de celui-là. Mais bon, cet album-là est extraordinaire. Ça va sans doute être un de mes préférés de Bluetooth Nord aussi. On verra le temps que mon cerveau s'y accommode. Mais bon, voilà. Avec tout ça, vous avez pas mal d'albums sympas, une dizaine, et j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse écouter dans la description et en commentaire des extraits de tous ces disques. Je vous laisse me dire ce qui vous a marqué ces quelques derniers mois, dernières semaines, vous aussi, et puis on peut en discuter en commentaire. Et je rappelle encore une fois que va y avoir plein de tops avec plein de trucs différents, tout genre confondus, dans les semaines à venir, je pense surtout janvier, février au moins, peut-être même jusqu'en mars, pour reparler de toutes les sorties que j'ai vraiment aimées, tout genre confondus, en 2025. Et sur ce, je ne peux que vous souhaiter une très bonne année et on se revoit en 2026. À la prochaine.